Bruno Bortoletti, bonsoir, bonjour. C'est un plaisir de te recevoir chez nous, donc à Plus de Coaching pour ce sommet du bonheur, pour nous parler donc du management positif. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne le management positif, mais déjà peut-être dans un premier temps te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, et pour que les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore certains qui ne te connaissent pas, puissent mieux faire connaissance. Voilà, alors ce soir, en plus, on va être un petit peu plus sur le côté, dans l'axe entreprise, on va dire, l'axe management, puisque justement, notre thématique sur le bonheur concerne aussi l'entreprise, et dont tu vas être un des représentants principaux d'ailleurs. Dis-nous en plus, qui es-tu, Bruno? Très bien. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à tous les deux, et bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Bortoletti, je suis fondateur effectivement du management positif, une méthode de formation au management que j'ai créée en réalité en 2006. Donc, mon parcours professionnel, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, essentiellement à des fonctions managériales. Et à l'aube de mes 40 ans, voilà, j'ai eu l'envie de voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai créé un cabinet de consultants qui s'appelle B2 Consultants. Et dans la foulée, quasiment la même année, j'ai créé donc cette méthode. Et puis un peu plus tard, j'ai souhaité effectivement me faire accompagner d'autres consultants que j'ai accrédités à cette méthode. Donc actuellement, on est une dizaine de consultants sur le territoire français métropolitain, également les DOM-TOM, puisqu'il y a quelqu'un en Guadeloupe. Voilà, et donc on déploie cette méthode assez largement, puisqu'on a actuellement près de un peu plus de 1300 managers formés, donc dans des entreprises de toute taille, tout domaine d'activité. Donc voilà pour la présentation. Et sur le site, tu nous parles un petit peu de management positif et de performance, ou de performance avec le management positif, où tu allies un petit peu les deux concepts. J'ai envie de dire que de toute façon, il était temps que quelque part, quelqu'un nous parle un petit peu de management positif, parce que dans l'ancienne école, c'était management par le stress. C'est C'est pas vrai. tout à fait pareil, je pense. Pas du tout, non, c'est vrai. On me pose d'ailleurs souvent la question, est-ce qu'il existe un management négatif? Hein, donc, évidemment que la réponse est oui. Hein, tout simplement, au-delà du management, hein, je pense qu'on vit en ce moment une crise, bien sûr sanitaire, tout le monde le sait bien, mais une crise sociale, une crise écologique, une crise économique et aussi une crise managériale. Hein, donc, alors ça, c'est pas dû au virus. Hein. C'est pas le même virus en fait. Le virus qui crée cette crise managériale, c'est la défiance. C'est la défiance qui effectivement a été bien étudiée notamment par Yann Algan, qui est un économiste qui a eu à l'époque de ses travaux le prix du meilleur jeune économiste. Et en fait, cette défiance, elle atteint finalement les principaux leviers de notre société. Moi, je parle souvent des 3 E, hein, c'est-à-dire l'État, l'éducation et l'entreprise. Alors moi, c'est vrai que je me suis intéressé plus particulièrement à l'entreprise, mais l'idée du management positif, c'est vraiment de redonner de la confiance, de parvenir à concilier l'humain et la performance, et donc finalement de lutter contre cette défiance, hein, puisqu'en plus en France, on est quand même particulièrement touché par ce virus, puisque on est parmi les pays où le taux de confiance est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Hein, donc Alors, voilà. nous présente ça un peu comme un virus, ou comme une maladie. Mais pourquoi ça? Pourquoi les gens sont devenus tout à coup défiants? Ou il y a une raison? Ou ça... Je pense qu'il y a plein de raisons. La principale raison, c'est une absence de réponse aux attentes. Si on s'interroge sur les 3 E que j'évoquais précédemment, finalement, au niveau de l'État, nos politiques ne parviennent pas à répondre aux attentes des citoyens. Et ça se traduit élection après élection par des taux d'abstention records. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose. En fait, les professeurs ne parviennent pas à répondre aux attentes des étudiants. Et ça se traduit, par exemple, par un taux de prise de notes dans l'enseignement supérieur en France qui est le plus élevé de tous les pays étudiés. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Les managers ne parviennent pas à répondre aux attentes des collaborateurs. Et là encore, ça se traduit par un taux d'engagement qui est extrêmement faible, puisqu'actuellement, seuls 9% des salariés sont positivement mobilisés dans leur travail.
Et Bruno, est-ce que tu voudrais dire que c'est plus dans les grosses entreprises où il y a en fait une hiérarchie très établie, ou est-ce que ça se connaît dans toutes les entreprises? J'ai envie de dire que c'est dans toutes les entreprises. Nous, on intervient encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des grands groupes internationaux, mais aussi dans des PME. Et finalement, ce n'est pas tellement un problème de taille, ce n'est pas un problème de domaine d'activité, c'est vraiment un problème de modèle managérial. Hein. Et donc, moi, si on a créé le management positif, c'est pour participer, alors modestement, puisqu'il y a d'autres méthodes, hein, bien sûr, mais pour participer en tout cas à l'évolution du modèle managérial français qui est en panne. Et depuis déjà de nombreuses années, hein, puisque les premières études Gallup, hein, organisation qui mettait en avant ce désengagement des salariés français, elles datent des années 2000. Hein, donc, ce n'est pas nouveau. Hein, donc, le phénomène est tout à fait prégnant et depuis maintenant plus de 20 ans. Mais quand tu dis ne pas répondre aux attentes, l'entreprise notamment ne répond pas aux attentes des salariés, ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas au manager, ce n'est pas les salariés qui devraient répondre aux attentes du manager? Eh bien non, eh bien non. Parce qu'en fait, l'entreprise, si vous voulez, a deux clients. Un client externe, ça tout le monde l'a compris, hein, c'est bien sûr le client qui va acheter les prestations, les produits, etc. Et ça, les entreprises répondent souvent aux attentes de ce client-là. Mais il y a un client interne aussi. Et le client interne, c'est le salarié. Et si on ne répond pas aux attentes du client interne, notamment par des pratiques managériales adaptées, eh bien, le salarié, il n'est pas mobilisé. Ça veut dire qu'il travaille moins bien, il s'arrête, il a des arrêts maladie, il est stressé. Effectivement, il ne s'exprime pas comme il pourrait le faire dans des conditions plus optimales. Donc, c'est vraiment, et ça, encore une fois, c'est bien étudié. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus ces 20 dernières années. Et nous, on est en quelque sorte un laboratoire hein, à travers notre expérience de déploiement de cette méthode, parce que justement, la méthode est basée sur 24 leviers. Et en l'occurrence, notamment des leviers qui permettent de répondre aux attentes des collaborateurs, mais avec un œil très, très aigu sur les attentes du collaborateur vis-à-vis de son manager, pas vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de son N+1. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple de ces leviers, par exemple, l'un des leviers majeurs, c'est est-ce que mon manager me transmet des objectifs clairs? Voilà, ça, c'est une attente. Hein, très importante. Il y en a 12 comme ça. Hein, je ne veux pas vous les citer toutes les 12, mais autre attente, par exemple, est-ce que mon manager m'écoute, prend en compte effectivement ce que je lui dis? Est-ce que mon manager me transmet des marques de reconnaissance régulières et adaptées? Est-ce que mon manager évalue mes compétences de manière régulière et de manière juste, etc. Il y en a 12. Hein, et donc, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on répond à ces attentes, eh bien, encore une fois, on a des collaborateurs qui sont plus mobilisés. Et nous, on le mesure ça à J0 au début de la formation et en général au bout de 6 mois ou 1 an, de manière anonyme, bien sûr, pour les collaborateurs. Et donc, ça permet vraiment d'objectiver la progression du manager, mais avec cet angle, cette vision tout à fait particulière de réponse aux attentes. C'est ce qu'on appelle le marketing des ressources humaines. Hein, finalement, tout le monde sait ce que c'est que le marketing, mais adapté aux ressources humaines, c'est répondre aux attentes du client interne de l'entreprise. C'est vraiment ça. Et du coup, combien de temps, première question, combien de temps durerait la formation pour les managers et comment eux, ils le prennent? Parce que quelque part, ça leur remet en cause aussi la manière dont ils travaillent. Oui. Alors, en fait, parce que ça remet surtout en cause finalement la manière dont le manager finalement manage. Hein, donc ça, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que lorsqu'on fait appel à nous, très souvent, ça part d'une réflexion au plus haut niveau de l'entreprise, qui effectivement fait un diagnostic que globalement, il y a des choses, tout ne marche pas comme ça devrait fonctionner, quoi. Hein, et donc, c'est vrai qu'en plus, c'est marqué au-dessus de ma tête, là, l'idée, c'est de concilier vraiment l'humain et la performance. Hein. On ne fait pas de choix. Hein, c'est pas de faire que l'humain, parce que l'entreprise, elle doit être performante. Mais si on fait que de la performance, ça ne marche pas non plus.
Hein, donc, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer comme ça les deux plateaux de la balance. Et donc, c'est en mettant plus d'humains, finalement, on aura plus de performance. Hein. Et donc, après, évidemment, le manager, ça le remet en question, c'est vrai, mais ça, on le fait de manière, j'ai envie de dire, positive, hein, puisque l'idée, c'est de le faire progresser, évidemment. Et en plus, j'ai envie de dire que c'est une méthode qui est gagnante, 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 parce que c'est gagnant finalement pour le collaborateur qui est au bout de ligne et qui finalement va bénéficier de pratiques managériales positives. C'est gagnant pour le manager, parce qu'il va avoir une meilleure ambiance dans son équipe, il va avoir des collaborateurs plus mobilisés, donc plus agréables aussi à manager. C'est gagnant pour l'entreprise, bien sûr, parce que l'entreprise va être du coup plus performante. Hein, forcément, si les gens sont plus mobilisés, ils travaillent mieux, il y a moins d'absentéisme, il y a moins d'accidents du travail. Voilà, tout ça est assez bien étudié, hein, dans la littérature. Ça me fait penser à ces études qui montrent que quand les salariés sont heureux dans les entreprises, quand il y a du bonheur dans les entreprises, ça marche mieux et Bien ça marche sûr, même mieux en termes de performance. Et c'est c'est vrai. incroyable ce que tu nous dis là au niveau de l'humain, de l'humain qui se réconcilie avec la performance. Autrement, on a juste la performance et l'humain, il n'est plus dedans. C'est Et ça, là, ça c'est ne marche ça. plus. Exactement, exactement. Ça tire de son origine, du coup, de quel type de… Quand tu as conçu ce concept, il y a des sources psychologiques, comme par exemple la psychologie positive, ou je dirais de quelle recherche ou de quel existant tu es parti pour concevoir ce management positif? En fait, à la base, je suis parti, bien sûr, de ma propre expérience managériale. Ensuite, effectivement, de beaucoup de lectures. J'ai fait un troisième cycle à l'époque également de management. Et puis, je me suis effectivement adossé notamment sur les études dont je vous parlais tout à l'heure, les études Gallup, organisation, qui mettaient en avant déjà la problématique et qui, effectivement, commençaient à avancer effectivement des solutions, notamment à travers ce concept de marketing des ressources humaines. Hein, donc ça, c'est pas moi du tout qui l'ai inventé, hein, c'est des choses dont on parle beaucoup dans la littérature depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que paradoxalement, les fameuses attentes dont je vous parlais tout à l'heure, les 12 attentes, elles sont connues, mais en réalité, moi qui effectivement ai suivi des cursus de troisième cycle et qui ai également enseigné dans les écoles de commerce, jamais ces éléments-là n'apparaissent dans les programmes. C'est très surprenant. On parle de beaucoup de choses dans les écoles de commerce, on parle beaucoup de commerce d'ailleurs, souvent, et très peu de management en réalité. Et très peu d'humains, quoi, finalement. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années d'une fille qui a fait HEC, effectivement, qui racontait qu'on lui avait appris à gérer des chiffres, quoi, mais pas à gérer des hommes. Et lorsqu'elle est arrivée dans l'entreprise, elle s'est dit, oulala, là là, comment je vais faire, quoi. Hein, et moi, je rencontre tous les jours, hein, des managers comme ça, qu'on fait pharmacie, qu'on fait médecine, qu'on fait ingénieur, et qui sont donc qui rentrent dans un cursus management positif par l'intermédiaire de leur entreprise. Et j'ai l'impression qu'ils découvrent tout, quoi. Vraiment. Et pourtant, c'est des personnes qui ont souvent des bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, et qui managent des équipes, quoi, depuis parfois plusieurs années. Donc, c'est vrai je pense qu'on a un gros retard là-dessus, y compris, je parlais de l'éducation tout à l'heure, parce que tout part de là quand même. Hein. On a un gros retard, effectivement, à ce niveau-là. Je ne sais pas si on parlera tout à l'heure de développement personnel, puisqu'on parle de bonheur quand même dans le sommet. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots, mais là aussi, je pense qu'il y a beaucoup à faire, quoi, en termes d'éducation, évidemment. On a reçu quelqu'un justement qui a travaillé sur le bonheur, enfin, qui a bien questionné le bonheur et qui nous a aussi dit tout part de l'éducation. Bien sûr. Et tu aurais un exemple à nous donner sans citer bien sûr personne, hein, d'une situation, un exemple concret où tu es arrivé, ce que tu as pu constater et ce qui a été mis en place et finalement le bienfait que ça a pu avoir dans l'entreprise pour qu'on comprenne un peu, tu vois,
manière pratique, sans dévoiler trop de secrets. Bien sûr, bien sûr. Non, non, il n'y a aucun secret. En fait, c'est assez simple, hein. Lorsqu'on met en place un parcours, parce que ce sont des parcours de formation, on n'est pas sur une journée ou 2 journées, hein. On ne peut pas changer un modèle en 2 jours, on est bien d'accord, hein. Donc, on s'inscrit en général sur des parcours de 9 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, voire plus, hein. Et on accompagne vraiment le groupe de managers à la fois collectivement, individuellement, notamment en coaching, hein, puisque c'est votre métier. Donc, on les accompagne vraiment, hein. On travaille également sur leur développement personnel, parce qu'on est convaincu que ça fait partie, évidemment, hein, des clés. Et puis, on travaille aussi beaucoup après sur les formations, sur les thématiques qui peuvent être le leadership, qui peuvent être la confiance, c'est une thématique très importante. Bien sûr, les leviers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont un peu le fil rouge, j'ai envie de dire, de cette formation. Et puis, on a voilà, tout un processus pédagogique, si vous voulez, qui permet également de faire du diagnostic. Donc, on fait un diagnostic au début, on fait un diagnostic à la fin, et on fait des réunions bilan. Et j'ai envie de dire, voilà, peut-être je dirais que ce qui est le plus remarquable, c'est lorsqu'on fait ces réunions bilan après 9 mois, 1 an de formation. On a vu d'abord, c'est le même consultant, bien sûr, qui suit le groupe, hein, du début à la fin. Et on voit les gens déjà évoluer, quoi, tout simplement. Évoluer dans leur comportement, dans leurs pratiques, dans leurs relations aux autres. Et puis après, plus concrètement, puisqu'on mesure effectivement le taux de mobilisation de leur équipe, à J0 et à J180 ou à J360, en moyenne, on augmente de environ 50% le taux de mobilisation positive. Donc, pour être très concret, dans une équipe de 10 personnes, si vous avez 2 personnes mobilisées positivement à J0, en moyenne, on se retrouve au minimum à 5, voire 7 personnes qui sont mobilisées après 6 mois ou 1 an. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on observe dans 80%, 85% des cas. Donc, c'est ça, je dirais, la reconnaissance. La reconnaissance pour nous, c'est de… Alors, c'est vrai qu'au début, il faut imaginer que lorsque j'ai créé cette méthode, il n'y avait pas de plateforme. Aujourd'hui, il y a une plateforme, tout est digitalisé, etc. Il n'y avait pas de consultant, j'étais tout seul au début, hein. Et donc, il faut imaginer qu'on rentrait les questionnaires qui étaient des questionnaires papier, hein. Il n'y avait pas de tout n'était pas digitalisé. Et donc, on saisissait à la main sur Excel les questionnaires anonymes. Et à chaque fois, c'était le stress de se dire, est-ce que le J180 va être meilleur que le J0, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'était meilleur. Et aujourd'hui, il n'y a plus de stress, bien sûr, parce qu'on sait que ça fonctionne. Mais il faut imaginer, voilà, les premiers gros contrats. On a travaillé avec même des très grosses boîtes au début, L'Oréal, hein, des boîtes comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un vrai challenge, quoi. Hein, ça reste un vrai challenge, mais disons qu'aujourd'hui, voilà, on est rassuré parce qu'on sait qu'on a un modèle pédagogique qui fonctionne, quoi, évidemment. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais si. Tout à fait, oui, oui, oui. C'est un peu comme ce que tu nous dis, la méthode permet d'une certaine manière de se réconcilier avec les salariés qui du coup deviennent, ou permet même aux salariés de se réconcilier avec leur manager ou avec l'entreprise, ce qui leur permet d'être plus impliqués finalement et du coup de travailler mieux, et c'est ce qui fait que ça marche, quoi. C'est ça, tout Mais à fait. un manager pourrait se poser la question, j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable, hein, mais Vas-y. un manager pourrait se poser la question, mais oui, mais enfin bon, voilà, un salarié qui ne fait pas son travail, enfin bon, il faut le recadrer, il faut quand même lui dire un petit peu ce qu'on en pense. Alors, comment est-ce qu'on reste positif dans ces cas-là? Ouais. Alors justement, c'est une bonne remarque, parce que le management positif n'est pas un management, j'ai envie de dire, mou. Ce n'est pas un management béni oui-oui. C'est un management qui est vraiment équilibré entre le lien, la relation, et aussi la loi, c'est-à-dire les devoirs, il y a des règles. Hein, donc, on n'oppose pas les choses. C'est vrai qu'en France, on est champion pour ça aussi, hein, pour opposer les choses. On oppose toujours voilà, la gauche, la droite, les bons, les mauvais, les gentils, les méchants. Voilà. Et ben non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer les choses. Il faut au contraire créer des synergies. Et on peut effectivement créer du lien et en même temps faire respecter des règles. Parce que, effectivement, les règles, ça rassure. Et surtout dans une période comme on vit actuellement,
moi, je pense qu'un manager qui, justement, serait laxiste sur le respect des règles, le respect des valeurs, je pense qu'il mettrait en danger ses collaborateurs, vraiment. Les collaborateurs ont besoin, au contraire, de sentir qu'il y a un pilote dans l'avion. Et en même temps, ils ont besoin également que ce manager les écoute, les inspire, les reconnaisse, etc. Voilà, c'est pas… Tu nous parlais de développement personnel et donc tu ramènes aussi ça avec le management positif, c'est-à-dire d'abord un travail personnel, enfin un coaching personnel. Tu nous as dit que tu prenais les gens de manière individuelle au départ, enfin, C'est ça. c'était en même temps, quoi. Tu aurais envie Oui, de nous en dire un mot sur ce bien sûr. développement personnel en entreprise? Oui, parce que finalement, c'est quoi le bonheur? C'est ça, on peut se poser la question dans l'entreprise, parce que bon, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise, mais je peux y répondre plus globalement, parce que je pense qu'on est tous à la recherche du bonheur, qu'il soit en entreprise ou on n'est pas schizophrène. Enfin, à un moment donné, je pense qu'on n'est qu'un seul individu. Et effectivement, trouver cet équilibre entre l'humain et la performance, ça peut être un début. Arriver à libérer le positif qui est en chacun d'entre nous. Ça, c'est aussi très important, peut-être, hein, j'imagine. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup depuis une quinzaine d'années à la méditation, notamment. Et donc, c'est vrai que je fais plus que m'y intéresser parce que je la pratique et je l'enseigne également. Et du coup, il nous a semblé, avec les consultants avec lesquels je travaille, qu'on ne pouvait pas se contenter de transmettre des pratiques managériales, du leadership, la confiance, tout ça, oui. On s'inspire beaucoup de la psychologie positive, hein, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais effectivement, on va même jusque effectivement aider les managers à gérer leurs émotions, gérer leur stress, notamment par des techniques de méditation, d'auto-hypnose, de respiration, parce que dans le contexte actuel qui est quand même très difficile, hein, mais je dirais même parfois violent, on a besoin de managers qui soient solides. Et à un moment donné, on ne peut pas demander à un manager de transmettre du positif si lui-même ne l'est pas. Hein. Donc, la première étape, hein, c'est de travailler déjà sur soi. C'est ce qu'on demande aux managers. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans le temps, parce que ça, on ne peut pas le faire sur 2 jours. Hein. Mais il y a vraiment un travail. On voit des très, très belles, des très belles réussites, notamment sur le plan du développement personnel. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction au-delà des chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont importants. Mais voilà, on est très, très, très heureux aussi de voir des personnes qui, tout simplement, qui se développent, qui se découvrent. Et qu'il s'agisse d'ailleurs de managers jeunes, parce qu'on a souvent, bien sûr, des managers jeunes, mais parfois des managers plus âgés qui, voilà, il n'est jamais trop tard pour effectivement avancer, se développer. Et notre cerveau, la plasticité neuronale est là, on peut travailler là-dessus par la méditation, par plein d'autres choses. Et donc, voilà, c'est jamais trop tard. Et donc, c'est vraiment un axe de travail qui nous semble essentiel. Alors, encore une fois, on peut pas, si on fait que ça ne marche pas. Et là encore, il faut travailler sur l'aspect personnel, il faut travailler sur le leadership, il faut travailler sur la confiance, il faut travailler sur la gestion du temps, des priorités, du stress. Voilà, il faut travailler sur beaucoup de choses. Mais bon, on a le temps, on se donne le temps et les entreprises le comprennent bien, qu'effectivement, lorsqu'on met en place un parcours management positif, c'est un projet d'entreprise. Et c'est pas, voilà, c'est pas, on n'est pas là pour effectivement juste faire une formation pour dépenser le budget formation de l'année. Ouais, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, c'est une démarche qui est vraiment beaucoup plus noble, hein, et beaucoup plus tournée vers effectivement, finalement, la progression. Hein, c'est vraiment ça, la progression du manager et au final de l'entreprise. Parce que si le manager stresse le salarié, c'est peut-être parce qu'il est stressé lui-même à la fin du compte. Bah, bien Hein. sûr, On le dit bien souvent. sûr. Ou en tout cas, oui. Et forcément, c'est donc toute l'entreprise, même à la fin du compte, parce que si le manager est stressé, peut-être que plus haut, c'est stressé aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait justement? Alors, j'ai envie d'aller encore plus loin. S'il y a une difficulté économique dans l'entreprise, que vraiment ça marche mal, est-ce que dans ces conditions, c'est malgré tout encore possible d'être positif? Tu as raison, Yvan. Effectivement, il y a des entreprises qui sont en difficulté, mais très souvent,
lorsqu'on regarde finalement une entreprise qui marche pas bien, en fait, le principal, j'ai envie de dire, potentiel de développer une entreprise, c'est ses ressources humaines. C'est pas les machines, c'est pas les process, c'est pas les méthodes, parce que ça, j'ai envie de dire que voilà, c'est le minimum vital. Je veux dire, c'est un peu le SMIC hein, de l'entreprise. Mais par contre, ça se joue beaucoup sur les ressources humaines. Et donc, entre deux entreprises qui travaillent sur le même segment de marché, on voit bien finalement, quand il y en a une avec des collaborateurs qui sont vraiment engagés, il y a vraiment des gens qui viennent là, qui ont des initiatives, qui aiment leur entreprise, qui sont vraiment mobilisés. Et puis à côté, l'entreprise où les gens sont là, ils traînent un peu les pieds, voilà, ils subissent, etc. Bah, évidemment qu'il y en a une qui va bien et l'autre qui va moins bien. Donc nous, Ça part des hommes pour donner le résultat plutôt que l'inverse. On ne subit pas le résultat, en fait, on réactive ce qui peut permettre d'activer le résultat. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, cherchent des fois des choses très compliquées. Ils vont chercher de nouveaux produits. En fait, non, les produits sont peut-être bons, les machines, ça va. Ce qui ne va pas, c'est que les gens ne sont pas mobilisés, ne sont pas motivés et que leur manager n'inspire pas les collaborateurs. Parce qu'à un moment donné, pour que ça marche, c'est ça, il faut un manager qui soit inspirant. Mais pour inspirer les autres, il faut l'être d'abord soi-même. Allez, c'est un programme. C'est mieux, ça marche mieux. Est-ce que tu constates une augmentation justement du nombre d'entreprises parce qu'on est vraiment dans une situation très particulière, mais est-ce que tu constates un nombre justement de salariés qui sont démotivés? Parce qu'on assiste aujourd'hui beaucoup avec cette crise sanitaire à des gens qui se remettent en question au niveau de leur travail et qui semblent perdus, que ce soit aussi bien des managers que des non-managers, on va dire. Est-ce que du coup, il y a une recrudescence de la demande sur ce type d'accompagnement? Absolument, j'ai envie de dire, enfin, j'aimerais presque dire malheureusement, le management positif a de beaux jours devant lui parce que effectivement, ce besoin de remobilisation est peut-être encore plus prégnant aujourd'hui, c'est vrai, parce que la distance est installée dans l'entreprise, hein, par le télétravail notamment, et on sait très bien en plus que cette crise, on n'en est pas sorti encore, hein, donc ça va durer. Donc, on a effectivement, bon, on le voit bien, hein, toutes les études le montrent, des Français, je crois qu'il y a 2 fois plus de dépressifs qu'avant la crise, hein, voilà. Donc, forcément, ces gens-là, ils sont aussi en entreprise, hein. Donc, évidemment que ça complique les choses, quoi. Alors, et donc, on a intégré dans cette période justement des méthodes peut-être plus spécifiques sur le travail à distance en termes de mobilisation, parce que c'est possible, hein, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire de mobiliser les gens, y compris à distance. Et donc, effectivement, voilà, il y a des choses à faire. Et j'ai envie de dire que l'idée, c'est de créer plus de proximité malgré la distance. Il y a besoin de plus de proximité. Parce que avec le télétravail, avec la distance, les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle tombent un peu. Elles sont en tout cas un peu moins, si vous voulez, marquées. Et du coup, on a besoin d'un manager qui soit encore plus proche du collaborateur. C'est vrai que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à manager, on me disait plutôt, oh là là, voilà, il y a le personnel, hein, il y a le professionnel, on ne mélange pas tout, hein. Aujourd'hui, nécessairement, puisque les gens sont chez eux, ils travaillent chez eux. Hein, donc, il y a des choses voilà, qui effectivement s'agglomèrent. Et donc, on a besoin d'un manager qui soit vraiment, qui sécurise le collaborateur, bien sûr sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan psychologique, hein, sur le plan de sa motivation. Et ça demande une attention vraiment toute particulière. Hein, c'est vraiment pas évident, hein, pour les managers aujourd'hui. Et encore une fois, comme ça va durer, on a même créé un webinaire il y a quelques mois, c'était juste avant l'été dernier, où effectivement, on insuffle comme ça, sur 2 heures, je dirais, des petites scénettes managériales pour imager un peu ce qu'on peut faire en management positif dans ce contexte de crise sanitaire. Du coup, il faut encore être encore plus positif, du coup. Ouais, c'est ça.
Ouais, il faut être encore plus positif. Et c'est pas évident, parce que il faut surtout pas regarder BFM TV, quoi. C'est ça, c'est surtout ça. Justement, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais nous partager pour être plus proche à distance, en fait? C'est un peu ça, l'idée. C'est ça, je pense il faut malgré tout créer des moments de convivialité, des moments d'échange, des moments collectifs aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes Zoom Pro, etc., permettent de faire des choses quand même, hein. On peut faire des classes virtuelles, on peut faire des sondages, on peut créer de l'interaction. Mais là encore, il y a très peu d'entreprises qui ont formé leurs managers à tous ces outils, hein. Donc, c'est vrai que le Zoom familial, le samedi soir, bon, c'est rigolo, quoi. Mais aujourd'hui, on peut vraiment professionnaliser un petit peu plus, hein, ces interactions. Voilà, je vous dis, les classes virtuelles, les sondages, il y a plein de choses à faire. Et donc, ça demande déjà un équipement et puis ensuite une formation, quoi. Forcément, puis un savoir-faire. Enfin, donc, c'est de nouvelles cordes je dirais, à adopter, en plus de celles qui étaient nécessaires préalablement. Donc, évidemment que ça ne facilite pas les choses, mais en même temps, j'ai envie de dire que cette crise, c'est aussi un accélérateur. C'est un vrai accélérateur dans plein de domaines, y compris dans le domaine managérial. Je pense que cette crise, elle va finalement nous aider peut-être, effectivement, à peut-être faire évoluer notre modèle encore plus vite, j'imagine. Et pas que le modèle managérial, je pense. J'espère. J'espère. Quels sont un peu les grands conseils qu'on pourrait donner, j'ai envie de dire, soit aux managers, soit aux salariés, parce que parfois les salariés peuvent se dire, bah, tiens, il faudrait peut-être que je change mon manager, ou inversement, le manager peut se dire, il faudrait peut-être que je change mon salarié. Comment est-ce qu'ils peuvent comment ils doivent ou peuvent changer, ou d'après ton expérience, comment oui, comment on fait? Qu'est-ce que tu enseignes pendant ces 12 mois? Les grandes lignes, c'est quoi? Yeah. Il y a bien sûr je pourrais vous parler bien sûr de l'enseignement, mais j'ai envie de dire que c'est, enfin, la boîte à outils, bien sûr, il y a une boîte à outils management positif, hein, évidemment. Et donc, cette boîte à outils, comme je le disais tout à l'heure, on y retrouve des outils, bien sûr, de communication managériale, de leadership, je parlais de la confiance, de manager coach, hein, puisqu'on a cette dimension manager coach, c'est très important. On parlait de gestion du temps, du stress, des priorités, de développement personnel, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire que, évidemment, tout ça, ce sont des outils. Donc, les managers me disent d'ailleurs souvent, moi, je pensais savoir manager, et finalement, c'est vrai que je ne connaissais pas tous ces outils. Mais malgré tout, les outils restent des outils. J'ai envie de dire que c'est plus un état d'esprit, hein. Donc, il y a un sage un jour qui a dit, à la naissance, on nous offre un attelage avec 2 chevaux. Il y a un cheval, c'est notre corps physique, et l'autre cheval, c'est notre corps émotionnel. Et le cocher, c'est notre esprit. C'est lui qui mène cet attelage tout au long de notre vie, hein, vers le chemin le plus vertueux, le plus positif possible. Eh bien, voilà, c'est le cocher qui compte, hein, et c'est l'esprit, hein, c'est l'état d'esprit. Et donc ça, l'état d'esprit, ça se travaille. Alors, l'entreprise donne un état d'esprit, il y a des valeurs derrière l'entreprise, donc ça participe évidemment. Et puis après, ça se travaille sur un plan personnel, hein, vous le savez, puisque vous êtes coach tous les deux. Et donc, bien sûr qu'on peut travailler notre esprit, encore une fois, à tout âge, hein. Donc voilà, c'est pas seulement des outils, c'est aussi voilà, de comprendre que finalement, le client de l'entreprise, il est aussi à l'intérieur. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, de prendre conscience, finalement, c'est ça. C'est la prise de conscience qui est le plus important, dans toute progression. Et du coup, il peut y avoir un partage aussi de ses propres valeurs avec les valeurs de l'entreprise. Et on ne le fait pas toujours, en fait, parce qu'il y a plein de gens, ils ne connaissent pas quelles sont leurs valeurs. C'est vrai. Et l'entreprise ne les affiche pas non plus clairement au niveau de l'entreprise, hein. Et du coup, on se retrouve aussi avec des salariés qui n'ont pas les mêmes valeurs que la vision de l'entreprise. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont une perte de sens. Tu as raison. Et parce que c'est dissocié, en fait. Ce n'est pas compatible.
Tu as tout à fait raison, Isabelle. C'est d'ailleurs un axe de travail vraiment très, très important dans la méthode, de travailler sur les valeurs de l'entreprise. On est parfois très surpris, par exemple, qu'un groupe de managers, on leur disait, c'est quoi les valeurs de votre entreprise? Et puis, bah, il y a un blanc. Alors, ils vont vite sur leur smartphone pour aller sur le site de l'entreprise, mais ils ne savent pas, quoi. Vraiment, ils ne savent pas. Ou alors, s'ils savent, parfois, ils n'ont pas réfléchi à en quoi ces valeurs impactaient réellement leur pratique. Et nous, c'est ça qu'on essaye de travailler, parce que les valeurs, je dirais, sur un plan marketing, ça a un intérêt, je dirais, modéré. Hein. Toutes les entreprises ont les valeurs, affichent leurs valeurs, tout ça c'est très facile, ça. Mais après, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait dans les actes, quoi. Est-ce qu'on arrive à joindre les actes, les paroles aux actes? Et là, c'est un autre sujet. Hein. Et là, qui mieux que le manager de proximité peut effectivement travailler avec ses collaborateurs sur le sens à donner à ces valeurs dans les pratiques, et non pas, encore une fois, je dirais, sur un plan purement philosophique ou théorique. Et donc ça, ouais, c'est… et d'ailleurs, je vous parlais des 12 attentes tout à l'heure. Hein. Parmi les 12 attentes, ça c'en est une. C'est partager les valeurs au sein de mon équipe. Voilà. C'est une des attentes d'un collaborateur vis-à-vis de son manager. Hein. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'un collaborateur quitte une entreprise ou reste dans une entreprise, la raison la plus importante, c'est sa relation avec son N+1. Très souvent, le collaborateur reste dans l'entreprise parce qu'il s'entend bien avec son N+1. Et de la même manière, à l'inverse, il quitte l'entreprise parce que ça ne va pas avec son N+1. Donc, c'est pour ça que de notre point de vue, les pratiques managériales sont vraiment stratégiques pour l'entreprise. C'est vraiment un domaine extrêmement stratégique. Et évidemment, beaucoup d'entreprises en ont conscience et effectivement se tournent vers nous ou vers d'autres. Hein. Encore une fois, il y a d'autres méthodes, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà, je pense que il faut bien avoir ça à l'esprit. Je pense que c'est important que les chefs d'entreprise comprennent bien que pour garder leurs meilleurs collaborateurs, il faut des bons managers. Et il vaut mieux les garder. C'est pas terrible le turnover. Ah non, non, non. Ah non, ça coûte très cher le turnover. C'est terrible. Dans une entreprise, le turnover, il n'y a rien de pire, quoi. C'est une perte de valeur énorme, pas que financière, humaine aussi beaucoup. Mais c'est une perte de valeur terrible, quoi. C'est d'ailleurs l'un des principes du management positif, c'est comment fidéliser les meilleurs. C'est vraiment ça. Comment je fais, moi, en tant que manager, pour fidéliser mes meilleurs collaborateurs. Je me souviens alors exactement à l'inverse d'un recruteur comme ça qui disait ah mais chez nous en fait bon ça tourne, hein, les salariés rentrent et ils repartent, enfin voilà, c'est un peu naturel. Puis on avait l'impression, comme il le disait, que c'était bon oui, c'est assumé. En fait, non, au contraire, il n'était pas très conscient de ce qu'il perdait, du coup. C'est ça. En fait, oui, on entendait même parfois à cette époque-là dire oui, c'est bien, ça donne du sang neuf. Hein. C'est un peu l'expression qu'on entendait dans les années 2000. Mais ça, voilà. Alors en France, ce qui est rigolo, c'est qu'on est paradoxalement, on fidélise plutôt pas mal nos collaborateurs en général. Mais le problème, c'est qu'on fidélise plutôt les moyens et les moins bons, quoi. Et on a du mal à fidéliser les bons. Parce que j'ai envie de dire que stratégiquement, voilà, ce qu'il faut, c'est plutôt fidéliser les bons, quoi. Voilà. Et donc, pour ça, il faut s'interroger d'abord. Qui sont les bons? Pourquoi ils sont bons? Et comment je fais pour leur donner envie de rester, quoi. Et surtout, on n'a pas parlé de génération, mais là, on est sur une génération qui est très montante. Plus que montante, c'est la génération Y. Puisque la génération Y, ce sera 75% des effectifs des entreprises en 2025. D'accord? Donc, c'est demain, quoi. Et donc, cette génération est tout à fait particulière. Il ne reste pas beaucoup. Oui. Donc, en termes de management, j'ai envie de dire que c'est une génération qui est beaucoup plus exigeante, qui n'est pas du tout dans une logique de statut
qu'il soit d'ailleurs, je dirais, de rémunération ou de grade. Eux, ça ne les impressionne pas du tout. Donc, eux, ils sont dans une logique de compétences. Est-ce que mon manager, en gros, il sert à quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, c'est d'autant plus important dans le cadre de ce contexte générationnel d'avoir des managers qui véritablement apportent une valeur ajoutée, quoi, tout simplement. Et puis aussi, ils sont dans une génération aussi où l'équilibre des vies, des pôles de vie compte plus que des générations de mon âge. C'est-à-dire qu'ils veulent pas, ils ont vu peut-être aussi les parents sacrifier, entre guillemets, ou passer du moins beaucoup de temps dans l'entreprise. Et la plupart de ces jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, ils sont diplômés, ils ont fait des études, ils veulent avoir un travail qui leur plaît, qui sont passionnés, mais ils ne veulent pas non plus sacrifier leur vie de famille et leurs loisirs pour l'entreprise. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, ce que je constate, ils vont plus équilibrer, je trouve, leur pôle de vie. Sans doute. Non, c'est une génération qui est vraiment très intéressante, qui fait un peu peur aux managers, notamment aux managers les plus anciens, justement parce que c'est des collaborateurs qui, contrairement à leurs aînés, sont moins, entre guillemets, le doigt sur la couture du pantalon, vous voyez, sont beaucoup plus difficiles à manager. Et en même temps, ils sont beaucoup plus libres, ils sont souvent mieux formés. Ils ont souvent plus de confiance aussi. Et donc, c'est à partir du moment où le manager s'y prend de la bonne manière, c'est des collaborateurs vraiment très, très intéressants pour l'entreprise. Mais c'est plus difficile, sans doute. Les choses vont plus vite, du coup. Voilà, c'est ça. Les choses vont plus vite. C'est vrai qu'ils sont aussi souvent moins fidèles. Donc, là, la fidélisation des meilleurs est encore plus, pour eux, 2-3 ans, c'est déjà, voilà, c'est l'expérience, quoi. Alors que nous, à notre époque, voilà, c'était pas du tout dans cette logique-là, quoi. Mais, on va donner notre âge, Bruno. Comment? Il ne faut pas donner notre âge. Non, il ne faut pas donner notre âge. Non, tu as raison. Mais voilà, donc à un moment donné, c'est pour ça que le modèle nécessairement va évoluer, qu'on le veuille ou non. J'ai envie de dire, il vaut mieux le vouloir, quoi. Il vaut mieux le décider plutôt que le subir. Alors justement, on parle d'entreprises aujourd'hui allocratiques où en fait l'organisation serait complètement différente avec plus de une hiérarchie différente. C'est vrai. Est-ce que ça fait aussi partie, est-ce que du coup en faisant ce management positif, on touche à l'organisation? Non, pas du tout. Non. Alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus, mais moi j'ai souvent des avis assez tranchés. Vas-y, partage-le-là. Parce que on a des convictions, quoi, si vous voulez, c'est ça. Alors après, on peut se tromper aussi, mais moi je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une étude sur justement ces entreprises libérées, comme on dit aujourd'hui. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est très bien pour des startups, quoi. Super. Mais dans une entreprise structurée, avec du volume, avec du monde, on n'est pas prêt en France à partir de ce modèle-là. Si vous voulez, on est encore dans un modèle tellement, entre guillemets, un peu archaïque, quoi, si vous voulez. On est encore dans un management tellement directif. Comment voulez-vous passer du modèle actuel à un modèle, effectivement, d'entreprise libérée? C'est complètement utopique. Moi, je pense. Par contre, effectivement, oui, dans des startups, voilà, j'ai un fils qui a monté effectivement une entreprise de ce type-là, ça fonctionne très bien, ils sont 4, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Mais vous ne montrez pas ça dans des grands groupes internationaux, moi, je n'y crois pas du tout, quoi. Ou alors avec des populations très particulières, voilà. Mais aujourd'hui, je crois que c'est toujours pareil. Là encore, c'est très français, ça. Quand quelque chose ne marche pas, faut faire autre chose, quoi. Mais c'est pas ça. Je pense qu'on peut faire différemment. On peut faire différemment. Le management n'est pas mort. Je pense que le management c'est pas un ancien modèle, le management. Je pense que le management, simplement, il a besoin d'être revu, d'être renouvelé, d'évoluer vers un management positif, plus positif, plus humain. Et ça, c'est sûr.
mais de passer d'un management qui ne fonctionne pas, d'un modèle en panne en se disant bah, ça ne marche pas, c'est un peu l'expression je jette le thermomètre, quoi. Bah oui, mais non, ça ne sert à rien. S'il y a de la fièvre, il y a de la fièvre, quoi. Ce n'est pas en jetant le thermomètre que ça va aller mieux. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il faut, c'est pas un problème de thermomètre, c'est un problème de modèle. Il faut faire évoluer le modèle vers quelque chose de plus vertueux, de plus humain, vers de la progression, voilà, et aussi du coup de la performance. Parce que notre entreprise, non seulement elles ne sont pas très bonnes en management, mais du coup, elles perdent beaucoup en performance. Et on gagnerait énormément. Je vous parlais de confiance tout à l'heure. D'après Yann Algan, si on avait un niveau de confiance en France équivalent à celui des pays nordiques, on gagnerait 2 points de PIB par an. 50 milliards d'euros. 2 fois le budget de la défense. Parce qu'on manque de confiance? Oui. Eh bien, remettez ça dans l'entreprise. Si vous donnez plus de confiance dans l'entreprise, vous n'imaginez pas les gains que vous pouvez obtenir. Moins d'accidents du travail, moins d'absentéisme, plus de performance, plus de propositions, plus d'engagement. Donc, tout ça, encore une fois, c'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, mais il n'est pas trop tard. Je pense qu'il faut effectivement aller dans ce sens. Oui, parce que d'une certaine manière, le temps qu'on passe à régler des conflits dans les entreprises, on ne passe pas à avoir confiance, quoi. En gros, c'est un peu ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, dans les comment dirais-je, conférenciers qu'on a sollicités, beaucoup sont plus dans les RPS, dans la prévention des risques, que dans le côté qualité de vie au travail. Donc, en fait, on est plus en train de dire, attends, on va réduire le nombre d'accidents, de problématiques graves, plutôt que d'augmenter, enfin, on est plus en dessous, on s'occupe plus de la barre en dessous du zéro que de s'occuper au-dessus, quoi. C'est ça. En fait, on est plus dans les conséquences et moins dans les causes. Oui. Et je pense que c'est là le sujet. Le vrai sujet, c'est de s'attaquer aux causes. Hein. Et là, je vous parlais des attentes tout à l'heure, qui est le point de départ un peu de cette méthode de formation au management. C'est ça, on part de la cause. Si on répond mieux aux attentes, on sait, j'ai envie de dire mathématiquement, qu'on va avoir plus de mobilisation et plus de performance. Donc, partons de là, puisque ça, c'est prouvé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et encore une fois, c'est les 1300 managers qu'on a formés à cette méthode le démontrent chaque jour. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Et moi, d'ailleurs, je m'engage, et on s'engage lorsqu'on rentre dans une entreprise, hein, à leur dire qu'on aura effectivement 50% de mobilisation en plus. Et ce sera factuel. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc, une entreprise de se mobiliser spontanément sur l'attente de leurs collaborateurs, est-ce que ils ont pas le temps, ils ont pas, enfin voilà, c'est pas naturel, c'est non, pas c'est pas naturel. choses. C'est pas naturel, c'est vrai. Mais le management, de manière générale, c'est pas naturel. Hein. Toutes les bonnes pratiques de management sont complètement pas naturelles. Pour prendre juste un exemple, la plupart des managers travaillent sur les points faibles de leurs collaborateurs. D'accord? Alors, les compétences faibles. Or, en fait, 80% du potentiel de développement d'un collaborateur réside dans ses points forts. Voilà, donc cherchez l'erreur. Et donc, et là, il y a tout, si on prend, on détricote tout le processus, effectivement, qui ne fonctionne pas actuellement, on s'aperçoit que finalement, et ça, il y a les chiffres là-dessus, il n'y a que 20% des managers qui intuitivement libèrent le potentiel de leurs collaborateurs. 20%. C'est-à-dire qu'il y en a 80% qui, sans aide, n'y arriveront pas. Et donc, n'y arrivent pas. Ils passent leur temps à prouver qu'ils sont de bons managers et au lieu de manager. C'est ça. Donc, non, il y a beaucoup d'espoir derrière tout ça. Enfin, moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'espoir. Et voilà, moi, je suis très, très optimiste, j'ai envie de dire. Mais je suis aussi conscient du chemin qui reste à parcourir. Voilà, et chacun, c'est le cas de vous deux, des autres intervenants que vous avez interviewés également.
chacun doit participer à cette avancée à son niveau, avec ses moyens, avec ses outils. Et en tout cas, il faut aller tous vers, je pense, vers ce chemin-là, quoi, c'est sûr. C'est peut-être ça le chemin du bonheur en entreprise, je ne sais pas. Mais pour le bonheur, c'est d'autant plus important que voilà, un salarié classique va passer 35 heures par semaine Eh oui. en entreprise. Et donc, si on n'est pas heureux au travail, quelque part, on risque de ne pas être heureux tout court. C'est ça. C'est ça. Puis ça a des conséquences aussi sur la santé à terme. Bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas heureux, on sait que ça peut provoquer ce que tu disais, du stress, des difficultés, de l'absentéisme, mais aussi des conséquences aussi physiologiques. Et voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement? Parce que finalement, qui commande de former, entre guillemets, enfin, te sollicite pour former les managers, c'est quand même le chef d'entreprise qui, à un moment, fait le constat d'une problématique ou d'un manque de performance dans son entreprise ou d'une mauvaise ambiance. Oui, j'ai envie de dire que ça peut partir évidemment du chef d'entreprise, ça peut partir d'un responsable de formation, ça peut partir d'un DRH, ça peut partir parfois d'un manager qui entend parler et qui en parle à sa direction, ça peut partir même d'un collaborateur, enfin voilà, ça peut partir de plein de choses. Je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, évidemment, dans un processus de formation management positif, la tête de l'entreprise doit être impliquée d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est évident. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet d'entreprise. Voilà. Après, je dirais, voilà, peu importe d'où ça vient au départ, c'est vrai que ça peut venir d'Internet. Voilà, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, là, on a un site qui fonctionne bien, etc. Mais au final, et ce n'est pas forcément d'ailleurs les entreprises qui ont un problème qui viennent vers nous, pas forcément. C'est des entreprises simplement qui ont conscience qu'il y a des enjeux qui arrivent, avec notamment cette nouvelle génération dont je parlais, et qu'ils doivent faire évoluer leur modèle. Ils ont besoin d'aide pour faire évoluer leur modèle. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui font ce constat, qui font ce diagnostic, et qui cherchent simplement à se faire accompagner dans ce cadre-là. Une recherche de développement de l'entreprise, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Et là encore, dernièrement, une très grosse entreprise qui est venue vers nous avec exactement cette problématique de dire, voilà, on sait que vous êtes avec le management positif, voilà, vous avez une méthode qui apparemment a l'air de fonctionner. Nous, on a vraiment envie d'aller vers ce type de management et comment vous pourriez nous aider. Voilà. C'est souvent comme ça que ça se passe et, voilà, et après on déploie un parcours. Et voilà, parfois, quand c'est des très grosses entreprises, on est amené parfois à former plusieurs centaines de managers. Et puis, si c'est une PME, parfois, c'est un groupe de 10. C'est vraiment très, très variable. Eh bien, je pense que ton entreprise a de beaux jours devant elle aussi. Parce qu'il y a peut-être justement beaucoup de management positif à construire et à développer. Vu que la souffrance au travail, d'un autre côté, on n'a pas l'impression que ça recule beaucoup. Et donc, on est bien content que tu nous rappelles un petit peu les principes fondamentaux. C'est vrai. Et en l'occurrence, qu'on puisse effectivement casser un petit peu cette scission entre comme quoi le positif ne serait pas performant ou Voilà. qu'on ne peut pas faire de l'humain et de la performance. C'est tout à fait ça. Je pense qu'il ne faut pas faire de choix à ce niveau-là. Je pense qu'il faut être ambitieux. Une entreprise, pour réussir, doit être ambitieuse. Et je le disais tout à l'heure, la principale ressource d'une entreprise, c'est ses ressources humaines. Donc, forcément, si l'entreprise est ambitieuse, elle doit faire évoluer son modèle. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture difficile, on l'a dit. Et évidemment, c'est dans des conjonctures comme ça où effectivement, il faut ne pas subir, être acteur, quoi, être proactif. Et je pense que c'est des bons moments pour justement faire bouger voilà, secouer un peu le cocotier, comme on dit, faire bouger le modèle, pour effectivement amener les gens dans une dynamique, quoi.
Parce que c'est ça aussi, le management positif. C'est une dynamique positive, comme je le disais aussi, qui est positive pour tout le monde, pour les collaborateurs, pour les managers, pour l'entreprise. Donc, et puis ne serait-ce qu'à travers le nom déjà. Voilà, management positif, on se dit qu'a priori, bon, ça devrait plutôt être sympa, quoi. Enfin, ça devrait plutôt bien se passer, quoi, vous voyez. D'ailleurs, c'est certain, on m'a souvent dit, mais management positif, c'est une marque, ça, c'est possible. Ben oui, en fait, en 2007, je m'en souviens très bien, je m'étais dit, il faut bien que ma méthode est une marque, quoi. Il faut bien qu'on puisse l'appeler par un nom. Et donc, à cette époque-là, ça m'est venu une nuit. Je me suis réveillé comme ça, je me suis dit, ça sera le management positif. Donc, j'ai cherché sur effectivement l'INPI et c'était pas protégé, mais j'ai protégé cette marque. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une marque. Voilà. Et je trouve que ça. Je pense pas qu'il y ait de meilleur nom pour imager ce qu'on fait, quoi, en entreprise. Ça commence de plus en plus, hein, on a des échos comme ça de gens qui parlent de management positif, sans même forcément faire le lien avec toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on est amené parfois, entre guillemets, à recadrer certains qui pourraient s'attribuer, entre guillemets, alors que, voilà, je dis pas que c'est pas une marque comme Coca-Cola, bien sûr, mais c'est quand même une marque, voilà, où derrière, il y a des professionnels, il y a des gens qui travaillent. Et effectivement, on essaie de faire respecter au maximum cette marque. Effectivement, derrière management positif, la logique, c'est la mobilisation positive. C'est ça, on recherche la mobilisation positive des salariés à travers le management. C'était vraiment ça l'idée de départ. Et elle est restée. Elle est restée, je crois. D'accord. Bon, En tout cas, merci Bruno pour ce partage, pour nous avoir fait découvrir et découvrir à ceux qui vont entendre la conférence ce management positif. Et tu as écrit un livre sur le sujet, qui d'ailleurs est dans le bonus. Absolument. Voilà, donc tu fais un bonus sur ce livre et on mettra tes contacts pour ceux qui veulent, qui du coup, ça donne des idées aux entrepreneurs ou aux managers ou même aux salariés qui auraient envie d'aller plus loin. Si en plus il y a le livre avec, je crois que je vais acheter le coffret. Oui, c'est vrai, ça fait espérer quand je dis, voilà, surtout même nous dans nos pratiques en tant que coach, de ce qu'on entend, des souffrances aussi, des souffrances au travail, et effectivement, et même des problèmes qu'ont les managers. Ça fait espérer de pouvoir se dire, voilà, que les choses peuvent se passer autrement, qu'on peut se réconcilier avec ses salariés, se mobiliser ensemble dans une même direction, et que tout ça peut fonctionner finalement. Et c'est ce que tu sembles, c'est ce que comme tu nous disais tout à l'heure, c'est ce que tu arrives à obtenir par-dessus le marché. Donc c'est d'autant plus le travail, c'est pas juste de l'esclavagisme alors en fait. C'est ça. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, tant mieux si ça donne de l'espoir, parce qu'effectivement, je pense qu'on a besoin d'espoir en ce moment en particulier. On a besoin de se projeter vers l'avant, d'avoir un projet, d'avoir effectivement un nouveau paradigme peut-être. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux déjà d'avoir l'initiative de ce sommet, parce que je pense que ça va apporter beaucoup, j'espère, à tous ceux qui participeront. Et puis j'étais ravi, bien sûr, d'être parmi vous. C'était un plaisir. J'ai pas eu le temps passer. Pas vu le temps passer. Merci Bruno. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. À très bientôt.